Si vous posez la question à n'importe qui aujourd'hui, combien d'argent le pays a-t-il généré en termes de taxes aujourd'hui? Personne n'est capable de vous dire. Alors que si vous posez la question au directeur commercial de Vodacom, quel est ton chiffre d'affaires à 9h30? Il te dit. À 11h, il te dit. Où est-ce que tu as payé, où est-ce que tu as encaissé le plus d'argent? Il te donne les zones. Parce que tout ça est mappé. Comment peut-on être dans le même pays avec Vodacom, RTL et Orange avec un tel niveau d'efficacité et le pays qui n'est même pas au 10e de ce niveau d'efficacité, alors que nous sommes exactement dans le même pays, les mêmes technologies peuvent être utilisées. Bienvenue dans Banitox. Bani quoi? Banitox. Banitox? Oh, Banitox Experience. Ah bah voilà, c'est Banitox Experience. Eh bien, très bien. Bienvenue dans Banitox Experience. Mon invité d'aujourd'hui n'a plus besoin d'introduction. Monsieur Al, bienvenue. Merci d'être là. Merci infiniment, Bani. Fier d'être dans ce nouveau cadre. Merci. Pour que tout le monde se situe, vous êtes stratégiste. J'ai eu le temps de voir la différence entre stratège et stratégiste et je me suis rendu compte en fait qu'il y a une petite différence. Pour que les gens comprennent exactement ou aient une idée claire de ce que vous êtes, quand vous analysez un pays, qu'est-ce que vous regardez en premier? Nous regardons les choses qui ne marchent pas les 10 dernières années. Nous en cherchons les causes et nous disons aux gens comment, pour les 10 prochaines années, ils peuvent être en mesure de les corriger pour être en mesure de devenir un pays performant. Alors aujourd'hui, quand on regarde la RDC, on a l'impression qu'on est dans un sprint. Tous les jours, on se réveille, c'est soit des deals qui ont été signés, des contrats, des marchés qui sont passés. On est soit aux Émirats, après on est aux États-Unis, il y a le corridor des Lobito, on parle de taux d'échange. On a l'impression qu'on n'arrive pas à rattraper le train, il est très rapide. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez l'actualité économique aujourd'hui de la RDC? C'est quoi le signal? Moi, je veux le demander comme ça. C'est quoi le signal le plus important que les gens ne voient pas encore? Le signal le plus important, c'est la pauvreté persistante. On fait beaucoup de choses, mais les gens continuent à crier à la pauvreté, mais il y a des indicateurs à cette pauvreté. Vous et moi, on a fait une émission où on disait si on était aussi pauvre que l'Angola, pour 100 millions de personnes, on devait avoir 5 milliards de dollars. Le chef de l'État veut faire énormément de choses, mais il n'a pas nécessairement les moyens nécessaires pour être en mesure de les réaliser. Notre situation en termes de compétitivité est très, très, très faible pour une simple raison, et je l'ai dit dans une autre de vos émissions, nous sommes un pays à 70% rural, et qui dit rural chez nous veut dire totale absence de performance, totale absence de modernité, totale absence d'intelligence. Et parce que finalement, à cause de l'exode, toutes les personnes plus ou moins capables quittent les milieux ruraux pour aller dans le milieu urbain, parce que c'est là-bas que l'État commet l'erreur d'investir tout l'argent de la République. Même quand le président de la République dit PDL 145, même au sein des organisations de direction, les gens ne comprennent pas la nécessité de se réinventer pour aller dans une stratégie différente qui est celle d'investir, d'agir au niveau de la base. Regardez simplement une ville comme Kinshasa. Quand on dit la salubrité publique, tout le monde pense que c'est une affaire du gouverneur. Non, ce n'est pas du tout une affaire du gouverneur, c'est une affaire des bourgmestres. C'est pour ça qu'on appelle ça les déchets municipaux. Notre capacité à décider d'une chose, la concevoir et la mettre en application est très, très faible. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que nous n'avons pas suffisamment de résultats. En réalité, notre capacité d'exécuter ce que nous disons est très faible. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'on se trompe en essayant de mettre des indicateurs sur tout ce qui semble être brillant, les signatures, les deals miniers, ainsi de suite, ou qui nous donnent l'impression d'évoluer? Est-ce qu'on avance, à votre avis, ou on stagne? Pour dire qu'on avance, il faut avoir un roadmap. Nous sommes ici, nous désirons aller là. Et vous avez ce qu'on appelle les milestones. Ça veut dire que vous avez des étapes que vous êtes censé atteindre. Et au bout d'un temps, vous vérifiez si vous avez atteint l'objectif que vous vous étiez fixé. Le problème de la RDC, c'est que, très malheureusement, tous nos plans sont quinquennaux. Ça veut dire qu'ils sont dans la mandature de la personne qui est en tête du pays. Et donc, le pays en tant que tel n'a pas de boussole. Nous ne savons pas où nous voulons aller exactement dans les 30 prochaines années. Ce qui veut dire que des fois, nous n'accumulons pas des résultats. Ce que nous faisons aujourd'hui est détruit demain. Je donne un bête exemple. Si vous commencez à vous poser la question de savoir où sont les travaux de continuité des 5 chantiers, il n'y en a pas. Dès que le président Kabila est parti, nous avons recommencé totalement autre chose.
Vous regardez tous les pays qui ont progressé sur le continent, ils ont un plan d'une vision sur les 30, les 50 prochaines années. Ils savent exactement où ils veulent aller. Et en ce moment-là, président après président, on sait ce qu'il y a à faire. On continue à faire ce qu'il faut faire pour que le pays avance. Le cas du Sénégal le démontre de manière assez claire. La Côte d'Ivoire le démontre de manière assez claire. Le Ghana le montre de manière assez claire. Le Botswana le montre encore de manière beaucoup plus claire. Monsieur, ce que vous dites résume un peu le climat des affaires. Une des raisons pour lesquelles j'ai lancé cette plateforme, c'était de rendre assez accessibles aussi certaines dénominations, certaines définitions, des termes. Généralement, on a l'impression que c'est des termes pour les autres très compliqués, et le rendre assez accessible et compréhensible pour les communs mortels, mais aussi pour les entrepreneurs pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Le climat des affaires, ce n'est pas c'est pas quelque chose d'expert. Le petit commerçant est intéressé par les climats des affaires. Les jeunes entrepreneurs sont intéressés par les climats des affaires. De façon très simple, avant de parler même du climat des affaires à la RDC, comment vous définirez les climats des affaires pour quelqu'un, pour qu'il comprenne la simplicité de ces termes? C'est la possibilité d'un environnement administratif à pouvoir faciliter les choses à quelqu'un qui désire investir ou travailler ou accomplir une tâche quelconque. Ça peut être simplement avoir un document, avoir une autorisation, commencer une entreprise ou investir. Le climat des affaires, c'est cet ensemble ou l'écosystème dans lequel les gens naviguent. Sa facilité détermine l'attractivité. Et moi, si vous désirez mon point de vue, je n'aime pas beaucoup cet aspect du climat des affaires. Je préfère parler de la compétitivité. Parce que pour moi, la compétitivité, c'est un environnement qui permet qu'un pays se donne les moyens d'être capable de réaliser plus de résultats en un temps plus court, avec des ressources limitées. Et donc, si je suis un entrepreneur et que je veux me lancer, qu'est-ce que vous me dites? Bon, voilà, moi, j'ai les termes climat des affaires, mais en termes de compétitivité, qu'est-ce que vous me dites par rapport à la compétitivité? Dans certains pays, pour créer une société, vous avez besoin seulement de 4 heures. En 4 heures, vous avez créé votre société. Vous voulez ouvrir un compte bancaire, en 1 heure, vous l'avez ouvert. Quitte à faire les autres formalités plus tard, mais votre compte bancaire existe déjà. Notre réglementation et nos pratiques font en sorte que pour ouvrir un compte bancaire, il faut peut-être 3, 4, 5 jours. Pour créer une société, vous pouvez prendre jusqu'à 2, 3 semaines. Mais pour créer une ASBL, ça peut prendre 1 année. Il faut être fou pour faire ce genre de choses. Mais c'est dans cette situation que nous sommes. Le drame de notre pays, c'est que nous ne mesurons pas ce que nous faisons. Je donne un petit exemple. Si vous désirez avoir votre passeport, vous ne savez même pas ce qu'il faut faire et combien vous êtes censé payer. On dit que vous êtes censé payer $90, vous finirez par payer $250 parce que le système est fait pour que vous ne soyez pas en mesure de payer $90, que vous n'ayez pas un engagement de l'État pour dire en 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous aurez votre passeport, ou tout simplement en 10 jours. Et donc, ce flou qui existe sur ce qui est dit et ce qui est fait détermine justement un petit peu le côté corrompu de notre système. Alors, quand je parle avec des entrepreneurs, ils évoquent souvent les mêmes obstacles. Que ce soit le problème d'électricité, énergie, que ce soit les problèmes de transport, logistique, tracasserie, taxes, tout ça. Tout ça, c'est de la compétitivité. Si vous n'avez pas d'électricité pour produire votre émission ou pour produire des biens, si la moitié du temps, vous n'avez pas d'électricité, ou si pour aller d'un point à un autre, vous perdez 3 fois plus de temps que toute autre personne, ce que vous perdez en réalité, c'est votre compétitivité. C'est la quantité de résultats que vous auriez bien pu réaliser qui va simplement se réduire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une espèce de pauvreté chronique. Parce que simplement, on n'a pas pu planifier les choses à temps. Je donne un petit exemple. Nous sommes un pays éminemment minier. Mais en fait, en réalité, il n'y a pas de mine sans électricité. On aurait bien pu le savoir il y a 20 ans. Et comment on fait un petit commerçant ou un jeune entrepreneur qui n'est peut-être pas capable? C'est la même chose. Laissez-moi juste vous dire qu'il y a des jeunes gens qui fabriquent des souliers. C'est des cordonniers, mais qui fabriquent des souliers. C'est des bottiers. S'il n'y a pas d'électricité, le gars ne peut pas travailler. Et là où il peut produire 2, 3 paires de souliers, il va en produire 1. Simplement parce qu'il n'a pas eu accès à l'électricité. De la même manière, si cette personne n'a pas un environnement où il peut vendre ses souliers au prix réel que valent ses souliers, ça va être un problème pour lui. Ça veut dire qu'en fait, l'écosystème n'est pas organisé pour lui donner des opportunités. Et c'est cette pensée de la fluidité, de la création de valeur qui doit être conçue pour que nous soyons en mesure d'être capables d'être compétitifs. Quelles sont les chances donc d'un jeune entrepreneur qui veut se lancer avec un environnement comme ça? Une chance sur 3.
C'est ce qui veut dire qu'en réalité, 60% des jeunes gens qui commencent leur entreprise en moins d'une année tombent en faillite. Votre fils, il veut s'engager dans l'entrepreneuriat, vous l'encouragez? Il faudrait qu'il se fasse accompagner, absolument. Et je crois simplement que nous avons un nouveau ministre de l'entrepreneuriat et qui s'occupe des petites et moyennes entreprises qui a eu le courage de pouvoir remettre les choses à plat, quitte à créer des mécanismes qui puissent permettre en réalité qu'on ait la capacité de produire des vrais entrepreneurs. Et moi, je dis tout le temps, l'erreur que nous commettons, c'est d'être urbain. Les grands défis de notre pays sont dans les milieux ruraux. Ça veut dire qu'en fait, dans la conception actuelle, nous devrions travailler sur ce que moi j'appelle l'entrepreneuriat rural. Une des choses que nous avons mises en place, c'est ce que nous appelons les villages entrepreneurs, pour être en mesure d'avoir un pays, une nation entrepreneur. Il faudrait que ça devienne une mentalité. Nous ne pouvons pas avoir un gouvernement qui ne crée pas des entreprises. C'est pas normal. On ne peut pas avoir des universités qui ne sont pas entrepreneurs. On ne peut pas avoir des universités qui n'investissent pas. C'est comme ça qu'ils forment des étudiants qui ne savent pas investir. Et tout ça doit répondre à une logique bien déterminée et il faut être en mesure de la mettre en place. Et là, vous venez de construire une chaîne, une chaîne de valeur, mais c'est vraiment une chaîne d'obstacles. Si je veux commencer maintenant, allons dans un exemple très clair. Je veux produire. Je donne un exemple simple, la tomate. J'ai besoin de produire, j'ai besoin de vendre, j'ai besoin d'exporter. Je commence par où? Comment je fais pour arriver jusqu'à l'ultime exportation? Toutes les stratégies économiques se comportent comme un caniveau. On ne cure pas un caniveau en commençant en amont pour aller en aval. On commence malheureusement toujours par l'aval, de sorte que le bouchon soit évacué et que la pression qui arrive puisse faire avancer les choses. C'est de la même manière en économie. Lorsque vous désirez commencer avec les tomates, vous devez vous dire que le risque, c'est la putréfaction. Ça veut dire qu'en fait, des pertes post-culturales. Alors, la chose qu'il faut faire, c'est acheter, vendre. Acheter, conditionner et vendre. Et en ce moment-là, vous avez maîtrisé la partie la plus difficile, le marché. Alors seulement, vous pouvez rentrer dans l'organisation de ceux qui produisent déjà pour qu'ils produisent davantage. Et c'est quand ils n'arrivent pas à produire davantage que vous pouvez vous y impliquer vous-même. Il n'est pas très raisonnable de penser que vous pouvez être dans la production, dans la transformation, dans la logistique et dans la vente. Et donc, il faut choisir où est-ce que vous vous positionnez. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de tomates qui pourrissent. Vous le dites, moi, ça me parle parce que vous vous rappellerez que je vous ai parlé d'un projet, je commençais dans la logistique et quand je commence ce projet, je me rends compte en réalité, moi je suis intéressé par la logistique, juste l'aspect transport. Je me rends compte que la chaîne est fragmentée. Je suis obligé, pour avoir une même tomate de même qualité, je suis obligé d'avoir un œil sur la production. Alors je m'étends dans la production, qui me demande plus des ressources, plus de temps, plus d'expertise. Et vous perdez. Et on se perd. Et là, on n'est pas encore sur l'autre bout. Qui est celui du marché. Qui est celui du marché. Comment on fait si on est encore un jeune entrepreneur, on n'a pas beaucoup de capitaux, on n'a pas aussi toutes les ressources, même en termes de connaissances. Comment on fait? On commence par le bout de la chaîne. Commencez par le marché. C'est plus simple. Parce que ça ne vous demande pas d'investir beaucoup d'argent. Des fois, vous avez un marché, des gens qui demandent, et vous avez des fournisseurs. Donc, il y a une banque qui peut fournir de l'argent pour vous permettre de faire un bridge entre les deux. Même sans argent, ça, vous pouvez commencer. À partir du moment où vous avez évacué la production existante en leur donnant accès au marché, vous avez créé votre propre premier marché, celui de la logistique. Parce que finalement, il y a maintenant de la matière, il y a un preneur et il faut donc juste transporter sa marchandise. Et comme ça, vous pouvez progressivement organiser les gens qui sont dans la production pour être en mesure d'augmenter votre activité de logistique, pour être en mesure d'augmenter votre offre par rapport à la demande. Et c'est seulement de cette manière qu'il est possible véritablement de pouvoir avancer. Ce que vous dites pour la tomate l'est pour beaucoup d'autres produits qui sont périssables. Ça m'amène à un autre obstacle qui est l'impôt, la fiscalité. Je parle évidemment avec beaucoup d'entrepreneurs qui disent « je n'ai pas de problème de payer les impôts. Le seul problème, c'est qu'on ne sait jamais c'est combien, et donc il y a une certaine imprévisibilité. » Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Votre langage me rappelle quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer maintenant. Les Wewa, quand on croit être les gens les moins intelligents, ils sont en train de nous démontrer de manière assez claire qu'il y a des gens qui abusent de l'État. Ils ont démontré de manière assez claire qu'un certain nombre de personnes, abusant de leur position, aujourd'hui, perçoivent de l'argent au nom de l'État sans l'État. Perçoivent
beaucoup de millions de dollars sans que l'État ne le sache. Mais ça se passe dans la ville de Kinshasa. Ah oui. Eux, ils ont dit, on va s'arrêter là. Ils ont porté plainte pour dire, cette taxe ou cet autocollant qu'on nous demande de payer, qui est une taxe en réalité, n'a aucun soubassement. Comment peut-on concevoir que l'État laisse les gens le faire? Dans le livre que j'ai écrit, qui s'appelle Sine qua non afin de déraciner la corruption, je dis de manière assez claire que la corruption s'arrêtera lorsque les personnes qui sont victimes de la corruption s'en mêleront. Il ne faut pas espérer que les gens qui bénéficient de la corruption l'arrêtent. Et là, encore une fois, nous avons des gens que l'on croit être les moins instruits qui nous donnent une leçon magistrale d'efficacité. Aujourd'hui, la question de la fiscalité congolaise, c'est que c'est une superposition de beaucoup de textes depuis les années 30. Tous les pays du monde, enfin pour la plupart, ceux qui ont voulu moderniser leur système fiscal, profitant de Covid, ils ont mis toute leur fiscalité à terre et ils l'ont réinventée. Plus souple, plus simple et plus efficace en fonction des réalités d'aujourd'hui. Et je pense simplement que si la France l'a fait, un pays comme la RDC devrait simplifier sa fiscalité, son code fiscal, pour qu'il soit lisible. Aujourd'hui, il est quasiment impossible d'être sûr que vous avez payé tous vos impôts. Parce que n'importe qui peut débarquer avec un texte dont vous n'avez aucune capacité de vérification qui vous démontre clairement que vous devez payer une taxe supplémentaire. Mais entre-temps, on a quand même la chance d'avoir le Startup Act qui permet d'avoir une certaine fiscalité allégée et même supprimée pour un certain nombre d'années pour un certain nombre d'entrepreneurs. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire en premier? Est-ce qu'on devrait réduire les taxes ou on devrait les numériser? On devrait d'abord les simplifier. Comme ça, c'est clair. On sait qui est censé payer quoi. Je donne un bête exemple. Aujourd'hui, on a l'impression que nous avons beaucoup de taxes. Notre pression fiscale est aux alentours de 10%. Les pays les plus efficaces sont aux alentours de 30-40%. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une petite portion des Congolais qui payent les taxes. Et les autres vivent gratuitement et c'est les autres qui font la grande bouche et qui critiquent l'État congolais. Il faut déjà arriver à normaliser les choses pour être en mesure de formaliser la fiscalité et faire en sorte que l'assiette soit large et que tout le monde contribue, petits, moyens, grands, riches et pauvres. Tout le monde doit pouvoir donner. C'est ce qui donne un droit de citoyenneté aux gens. Il faut donc recréer un impôt où le plus taxé, c'est pas l'entreprise. Le taxé, c'est le citoyen qui est le bénéficiaire du service. C'est comme ça que 60% des revenus d'un pays comme la France, le Canada, les États-Unis, 60%, c'est l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les individus. En fait, c'est pour ça aussi que la dépense la plus importante pour tous ces pays, c'est la dépense sociale sur les individus. C'est un contrat social. Chez nous, aujourd'hui, le code fiscal est en totale fracture avec les réalités et les besoins. C'est pour ça que les citoyens, ils ont l'impression que l'État leur doit tout et qu'eux, ils ne doivent rien à l'État. Transparency International vient de publier son rapport de l'indice des perceptions de la corruption 2025. Dans le milieu public. Dans le milieu public. Ouais. Voilà, ça c'est une bonne précision. Ouais. Et juste pour expliquer à quoi ça ressemble, ça veut dire que c'est comment est-ce que la gestion de la corruption ou du bien public est perçue. Et ils les font généralement sur une échelle de 0 à 100. 0 pour dire le plus corrompu, 100 pour dire moins corrompu. Et donc, pas de corruption. Et la RDC se situe à l'échelle 20. Avec déjà au 89, qui est le pays qui a le meilleur score, Danemark, qui a 89. Et donc, la RDC est au niveau 20. Mais nous sommes dans cette position depuis 12-13 ans. On n'a pas beaucoup bougé. On n'évolue pas du tout. Les choses n'ont pas changé. Et on sait clairement que ce classement, c'est une fenêtre, c'est une vitrine pour des investissements étrangers que nous pouvons attirer. Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier lieu pour que quelqu'un qui veut investir en RDC dise « Voilà, c'est un pays sérieux, je peux me lancer ». La perception globale de notre pays est que nous sommes très corrompus. Parfois, on nous a même classés derrière des pays qui sont en guerre. Ce qui est grave. Le drame, c'est que nous sommes très confortables avec la question. On a l'impression que ça va, ça nous convient, c'est le costume qu'il nous faut. Nous ne faisons absolument rien pour être en mesure de bouger, sinon on aurait bougé ne serait-ce que de 5-10 places. Ça fait près de 12 ans qu'on est 162e ou 163e et nous sommes toujours là sur les 180 pays qui sont cotés. Le problème, c'est que nous travaillons sur des métriques qui ne sont pas les bons. Nous avons des grands programmes au pays, que l'ANAPI pilote, que la présidence pilote, sur la question du climat des affaires. Mais seulement les paramètres sur lesquels on travaille pour le climat des affaires ne sont pas ceux sur quoi nous sommes évalués. Et très malheureusement, la perception, même si elle peut ne pas correspondre à la réalité, détermine ce que les gens pensent de nous.
Et donc, le coût du capital est plus élevé, plus vous êtes considéré comme un pays corrompu. Et à côté de ça, l'attractivité du pays est très, très faible. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui ne le sont pas, il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Et très malheureusement, on n'agit pas dessus. Et quelles sont ces choses? Quelles sont les 3 actions qu'on devrait mener pour espérer au moins réduire cette fraction? La première des choses, c'est d'enlever l'homme dans les manipulations. Ça veut dire qu'il faut digitaliser complètement les opérations. La deuxième des choses, c'est qu'il faut évacuer le cash. La troisième chose, c'est qu'il faut simplifier les procédures. Je donne un bête exemple. Si vous désirez créer une ASBL, vous devez faire des statuts. Ils doivent être traités au niveau du ministère de la Justice. Le ministre doit pouvoir faire un arrêté. Vous devez rentrer dans le département, je veux dire dans le secteur ministériel où vous êtes censé agir. Si vous devez agir dans la santé, il faudrait qu'un autre arrêté vienne en ce moment-là. Et alors, en ce moment-là, vous pouvez être en mesure de travailler, ça peut prendre 1 année. Mais à chaque étape, vous devez parler avec des individus. Vous ne pouvez pas le faire en étant chez vous. J'ai une amie qui vient de créer une ASBL en France. Cela a pris 1 semaine. Elle ne s'est jamais déplacée de chez elle. Elle a payé tout ce qu'il faut, elle a rempli toutes les informations en ligne. Et cette efficacité, nous sommes capables de l'avoir. Je donne un exemple. Si vous désirez payer des taxes au Kenya, vous restez chez vous, vous payez les taxes et votre certificat d'impôt vient chez vous en forme électronique. Chez nous, vous pouvez avoir payé toutes les taxes qu'il faut, mais rien qu'accéder à votre certificat d'impôt est une autre démarche, un autre parcours de combattant. Vous vous retrouvez avec des gens qui savent que vous en avez besoin, qui vont donc essayer d'exercer une pression sur vous pour que vous les payiez en dehors du système. Et un autre point, c'est la sécurité juridique aussi qui entre aussi en jeu, parce que si on ne peut pas, si on ne peut pas se rassurer que son contrat, on peut signer un contrat et que ce contrat ne peut pas être respecté ou que la justice peut être malléable. L'insécurité juridique commence par le fait que les gens peuvent jouer sur les documents. Je donne un exemple simple. Vous achetez une maison, la même maison peut être vendue à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Simplement parce que le document qu'on vous donne est un papier. Il n'y a aucune base de données qui bloque l'accès à ce certificat. Ça veut dire qu'en fait, ce certificat ne peut pas être vendu à quelqu'un d'autre. Mais très malheureusement, dans notre pays, vous pouvez avoir une maison et on peut émettre un 2e certificat parce que les gens du cadastre sont simplement corrompus. À partir du moment où tout le monde sait que l'information est transversale et n'est pas sur papier, elle est sur digital, tout le monde peut la consulter, quelqu'un qui veut acheter une maison peut rentrer tout seul vérifier si cette maison a des problèmes ou pas. Aujourd'hui, on s'en tient à la parole de la personne qui est en face de vous. Et je crois que ça, c'est le premier pas qu'il faut arriver à fournir. Et les gens qui ne veulent pas le faire savent pourquoi ils ne veulent pas le faire. Je vais vous dire une chose. Il y a quelques années, un gouverneur qui s'appelle Kimbuta a vraiment fait une grosse campagne de collecte d'impôts fonciers. Vous savez quelle est la commune qui est venue la première? Les gens pensent que c'est la Gombe. Non, pas du tout. C'est Ndaba. Ndaba, c'est la commune la plus pauvre, mais elle s'est montrée plus civile que tous les autres. Vous savez pourquoi les gens votent à la Gombe? Simplement parce qu'à la Gombe habitent toutes les autorités, des gens qui connaissent X, Y et Z. Et chez qui ils vont même pas rentrer. Vous savez, ce que l'ensemble dans tous les pays du monde, c'est que on n'a même pas besoin de biens chinois. Vous êtes dans une base de données, il y a un montant que vous devez payer, à une date bien déterminée, votre compte est limité, on fait stop. On appelle ça le direct debit. Et en fait, si vous ne payez pas, ça s'accumule à un moment donné, l'État peut vous porter plainte. Ici, on n'a même pas la base de données, les gens ne savent même pas combien ils doivent payer, ils ne savent même pas quand ils doivent payer. On fait des campagnes, y compris dans le secteur de la circulation. Voyez-les. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de taxi-bus. Ils sont mis en grève. Pourquoi? Parce que on traite 400 000 personnes de la même façon au même moment. C'est juste impossible. Il faut mettre un système qui saucissonne les push et qui permette que vous soyez en mesure d'être traité des UR comme il faut. Et encore une fois, il faut être en mesure de résoudre les vrais problèmes. La solution que l'on a dans le cadastre d'habitat, c'est même qu'on a dans le cadastre lié, c'est même qu'on a au premier dans le transport et dans les autres secteurs. Mais quand vous le dites comme ça, j'ai l'impression que la solution saute dessus. La numérisation. Pourquoi on ne le fait pas? Est-ce que c'est un problème technique ou c'est vraiment un manque de volonté? Parce que là, ça va mettre les choses terre. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Parmi les choses que mes chefs de l'État a répété plusieurs fois, c'est le désir ardent de digitaliser l'économie congolaise. Ça fait 7 ans qu'il me dit. Même en lui, qui s'engage et qui veut le faire, on ne le fait pas. Parce que là, derrière, il y a la mafia, les gens qui ne veulent pas, parce que le jour où on digitalise, très malheureusement, beaucoup de choses ne vont pas être possibles, Certainement parce que la transparence y sera et il sera impossible de tout voler comme tout l'État.
Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si on digitalise votre économie, on passe de 20 à 50, 60 milliards de dollars de budget, immédiatement, sans augmenter quoi que ce soit, en termes d'activité économique. Vous savez, 100 milliards, ça veut dire ça va tripler, quadrupler la pression fiscale. Ça veut dire qu'en fait, saisir toutes ces personnes qui sont censées payer, qui doivent payer. On est dans une ville, dans un pays où il y a des gens très riches et qui ont tous les attributs de richesse, le nombre de maisons, le nombre de voitures. Mais quand ils gardaient leur statut fiscal, ce qu'ils payent à l'État, c'est 1/50 de ce qu'ils devraient payer. Il y a un problème. Le jour où tout ça est digitalisé, ça va être très simple. Mais qui prend cette décision de façon opérationnelle? Parce que il y a le premier citoyen le veut. Qui prend la décision? La gouvernance de notre pays entre la première ministre. Avec son gouvernement. Ce n'est pas une accusation, mais c'est un fait. Si on désire digitaliser ce pays, en une année, on l'a fait. Dans tous les secteurs. Et on n'a pas besoin d'avoir la capacité de le faire tout seul. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle software as a service. Ça veut dire que c'est des logiciels qui sont donnés par des gens et vous faites ce qu'on appelle le partage de revenus. Vous payez le service. Point, full stop. Si vous posez la question à n'importe qui aujourd'hui, combien d'argent le pays a-t-il généré en termes de taxes aujourd'hui? Personne n'est capable de vous dire. Alors que si vous posez la question au directeur commercial de Vodacom, quel est ton chiffre d'affaires à 9h30? Il te dit. À 11h, il te dit. Où est-ce que tu as payé, où est-ce que tu as encaissé le plus d'argent? Il te donne les zones. Parce que tout ça est mappé. Comment peut-on être dans le même pays avec Vodacom, RTL et Orange avec un tel niveau d'efficacité et le pays qui n'est même pas au 10e de ce niveau d'efficacité, alors que nous sommes exactement dans le même pays, les mêmes technologies peuvent être utilisées. Alors, quand on parle de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, comment on en arrive à des prêts comme ça sans avoir des données? Je voudrais juste vous dire une chose. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international n'iront jamais aux élections. Donc, mettez-les de côté. Ceux qui iront aux élections, c'est le président de la République, les députés et ceux qui sont aujourd'hui ministres qui veulent devenir élus demain, à quelque niveau que ce soit. C'est à eux de pouvoir nous répondre. C'est à eux de prendre les décisions pour que ce pays devienne ce qu'il est censé être. On vit dans une situation catastrophique. On vit dans une pauvreté chronique et ce n'est pas acceptable. Regardez la qualité des véhicules qui circulent dans notre capitale. Ça vous démontre la qualité du pays. Il y a quelque chose de très anormal. Nous avons des véhicules qui ne répondent à aucune norme, qui circulent, qui font des accidents prévisibles et qui tuent des gens. Et ça se passe devant nous et nous sommes toujours dans la même situation. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il faut organiser un système de transport normal. Laissez-moi vous dire une chose. Depuis Matata, le prix du transport dans Transco est de 500 francs. Tout le monde sait, n'importe quelle personne qui réfléchit juste un tout petit peu sait que ça ne peut pas être rentable. Ça ne peut pas être soutenable. C'est destiné à tomber en faillite et ça tombe en faillite année après année. Et on achète de nouveaux bus, on donne et ça tombe en faillite. Les Congolais, les Quinois particulièrement, ne demandent pas un bus à 500 francs. Ils paient le Wewa à 2000 francs. Sûr. Ils ont besoin d'un système qui marche. C'est tout. Ils achètent la bière. On a une dépense de 4,5 millions chaque jour en bière dans la ville de Kinshasa. Les gens qui dépensent 4,5 millions de dollars pour acheter de la bière et des boissons de toute espèce peuvent bien se payer leur transport. Ils ne demandent pas la charité, ils demandent le service, c'est tout. Je me mets dans la peau d'un entrepreneur, je me dis, à quel moment j'entre en jeu? Parce que vous parlez d'un cadre, c'est-à-dire que le citoyen lambda n'a pas encore beaucoup de manœuvres. Je sais qu'il y a une responsabilité sociétale, mais à quel moment j'entre en jeu? Je vous ai montré tout à l'heure la différence entre les sociétés de télécommunications et l'État congolais. Ce que les entrepreneurs devraient être en mesure de faire, c'est de dire « Hey, État congolais, ton niveau de performance est très faible parce que tu n'as pas le savoir dans les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Voilà comment je peux t'aider à multiplier par 3, par 4 tes revenus. » Voilà le travail du secteur privé. C'est d'augmenter la compétitivité de l'État. Et pour ça, moi, je pense qu'il y a quelque chose que je t'invite à pouvoir organiser. C'est un G2B, un forum Government to Business. Et il faut que les gens se parlent. On ne peut pas avoir d'un côté des solutions de très haut niveau et un État qui, lui, fonctionne de manière extrêmement archaïque. C'est inacceptable. C'est assez pertinent quand même parce que vous avez aussi donné l'exemple du Kenya. Même quand on va dans les privés, on regarde M-Pesa par exemple. Au Kenya, c'est un exemple parfait d'un système de... Et même l'État s'est approprié M-Pesa. Les gens payent leurs taxes via M-Pesa.
Ici, on n'est pas encore capable de faire des paiements facilement. Le problème n'est pas celui-là. Je crois qu'il y a un certain niveau ou à un autre, les gens ne veulent pas le faire. On est encore dans une situation où nous discutons de qui est agent de l'État et qui ne l'est pas. On a encore des fictifs à l'armée et à la police. Et c'est des choses comme ça qu'il faut régler une fois pour toutes. Il existe des solutions. Et mon point de vue, c'est que les solutions, elles sont entre les mains des privés. Il faudrait que l'État accepte de pouvoir utiliser les privés pour lui montrer comment on peut augmenter la productivité. Je me rappelle qu'on a eu une discussion un peu similaire avec vous il y a quelques mois et j'ai eu beaucoup de retours des gens qui disent, mais bon, théoriquement, oui, mais en pratique, sur terrain, on a l'impression qu'on est encore coincé. Et je me rappelle, je vous ai dit, mais un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? On a l'impression de ne pas avoir le poids qu'il faut. Comment on pousse l'État? Nous, on a des solutions. Il y a des entrepreneurs intelligents, il y a des incubateurs qui accompagnent des grands projets qui, en fait, ont des solutions pour certains des problèmes. Mais ils ont l'impression que personne ne les prend au sérieux. Même quand vous rencontrez des entrepreneurs, vous dites, j'ai des projets que j'ai envoyés au ministère, ils sont là-bas, dans le tiroir. Qu'est-ce qu'un entrepreneur fait? Je crois que la première erreur est celle des entrepreneurs. Il ne faut pas penser à aller parler au ministre national. Commencez par le bourgmestre. Démontrer que ce que vous êtes capable de faire peut fonctionner au niveau du bourgmestre, ça fonctionne bien, que ça donne des résultats. Ça vous permettra de pouvoir faire un scale-up au niveau de la ville et éventuellement parler au ministre. Mettez-vous à 1000, pas à 2, pas à 5, mettez-vous à 5000 pour porter un projet et aller parler au gouvernement. Les gens vous entendront, c'est sûr. Mais si vous y allez tout seul et que vous n'êtes pas l'oncle ou le neveu de X, de Y, de Z, il y a très peu de chances qu'on vous donne l'oreille qu'il faut. Mais si vous êtes une entité qui a 5000 personnes qui se sont réunies et vous allez parler au gouvernement, éventuellement, qui peuvent vous comprendre. Parlons de marché public. L'État et les provinces ont des besoins et souvent, c'est des gros pourvoyeurs de contrats. Ils ont besoin de roues. C'est le plus grand acheteur. C'est le plus grand acheteur. Et c'est un grand marché, c'est une aubaine pour les entrepreneurs. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent. Le piège est dans le texte qui organise. La Banque mondiale a pratiquement ligoté l'État congolais en lui disant dès que le marché atteint tel niveau, il faut faire un appel d'offres international. Je ne comprends pas ça. Ah oui? Oui, bien sûr. À mon avis, les marchés publics devraient être en grande partie réservés aux entreprises locales. Quitte aux entreprises locales qui n'ont pas l'expertise nécessaire de pouvoir faire venir un partenaire avec lequel ils peuvent travailler pour être en mesure d'avancer. C'est comme ça qu'on construit la capacité locale. Ici, même les biens qu'on utilise pour faire les colis de fin d'année, c'est des Libanais qui, malheureusement, les fournissent. Mais ça, année après année, on sait qu'on aura besoin d'autant de tonnes de riz, mais on ne prend aucune disposition pour qu'au cours de l'année, on soit en mesure de produire ces biens qui seront distribués à la fin de l'année. Et ça, c'est l'argent de l'État que l'on utilise pour jeter à l'extérieur du pays pour financer le travail et les impôts dans ces pays. Je crois qu'il y a un problème de logique et il est important que nous soyons en mesure de nous réveiller. Les marchés publics, aussi bien en bâtiments et travaux publics qu'en agriculture, qu'en alimentation pour l'armée et la police, tous ces grands nombres devraient être le levier de base pour l'économie nationale. Et même quand il y a des acteurs nationaux, on a l'impression qu'il y a une certaine opacité aussi. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, les passations de marché peuvent se faire en ligne de manière tout à fait transparente, et tant qu'il n'est pas ainsi fait, ce sera très difficile. Et puis, laissez-moi vous dire une chose. Vous connaissez le temps moyen qu'il faut pour être en mesure d'organiser un marché public dans notre pays? C'est 9 mois. Tout ça parce que les individus doivent intervenir, mais vous savez, dès que les individus interviennent, même l'autorité de régulation des marchés publics et la direction générale des marchés publics deviennent des centres de corruption. Et je crois que nous devrions être en mesure de dire, nous désirons passer un marché public, le maximum c'est 2 semaines. Et on travaille de manière digitale, en 2 semaines, on a passé le marché et tout le monde est satisfait. Vous vous rendez bien compte que malgré l'autorité de régulation des marchés publics, malgré la direction générale des marchés publics, les corruptions continuent. C'est que les outils qui sont en place ne sont pas efficaces. Le rapport aussi, parce que je parle du rapport de Transparency International, souligne aussi que souvent on a les mêmes personnes qui contrôlent à la fois les décisions, qui contrôlent les contrats et qui ont des intérêts. Je vais vous expliquer ce qui se passe. On est dans un pays où pour faire une route à Bandal, c'est le gouvernement central qui s'en occupe. C'est très anormal. On a 3 niveaux de routes. On a les routes nationales, les routes provinciales et les routes locales. Les routes locales, c'est le bourgmestre qui doit les faire. Les routes provinciales, c'est le gouverneur qui doit les faire. Les routes nationales, c'est l'État congolais, le gouvernement central qui est censé le faire. Le drame, c'est que les autorités plus élevées s'impliquent dans les opérations de bas niveau simplement parce qu'ils veulent contrôler le marché. Et
malheureusement, c'est tout ça qui amène à des pratiques de corruption. Alors, on va vous dire, ah ouais, mais le bourgmestre n'a pas les capacités. On a quand même des bourgmestres qui ont la capacité. Point full stop. Tous les présidents que vous connaissez en France ont été bourgmestres. On appelle ça, c'est chez eux, les maires. Tous. Ils ont été maires avant de devenir président de la République. Et donc, ils ont des capacités en réalité. En réalité, vous ne pouvez pas laisser les entités de base entre les mains des gens qui n'ont pas les capacités. En plus, ces gens-là, on a été tous dans les mêmes universités, seulement chacun a son positionnement politique qui lui permet de pouvoir aller à un tel niveau, à un tel autre niveau. C'est pour ça que justement, tout le monde veut devenir ministre dans le gouvernement central. Mais si les bourgmestres avaient la capacité de mobiliser, de dépenser de l'argent et de faire des choses, probablement que certaines personnes d'un certain niveau de calibre se battraient pour y aller. Moi, il y a quelque chose que je dis toujours très simplement. Le jour où l'État congolais décidera de dépenser 60% de son argent dans les milieux ruraux, vous allez voir que l'exode va changer. Ce ne sera plus les milieux ruraux vers les milieux urbains, ce sera les milieux urbains vers les milieux ruraux. Et ça correspond à ce que le chef de l'État dit, mais qu'on ne fait pas. Et est-ce que c'est les textes qui sont juxtaposés ou c'est qu'on ne lit pas? Les textes sont bien clairs sur les responsabilités à chaque niveau? Non, c'est les abus de pouvoir. Aussi simplement que ça. Vous savez, dans une ville comme celle-ci, il y a des taxes qui sont des taxes de la ville, il y a des taxes qui sont des taxes de la commune. À un moment donné de notre histoire, quelqu'un a simplement ravi au travers d'un certain nombre d'édits, y compris les responsabilités qui étaient celles des communes. La conséquence et la bêtise, c'est que, par exemple, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu locatif, le taux de collecte de la ville est moins de 5%. L'impôt sur le foncier, le taux de collecte est moins de 5%. Simplement parce que ils n'ont pas la capacité de s'en occuper. Ils auraient bien pu laisser ça entre les mains des communes, qui sont des entités de proximité. Alors, un peu comme on dit, 100% des zéros, c'est zéro, mais c'est ça notre intelligence collective. De la même manière, la vignette des véhicules. Malgré toute la pression qu'on est en train de faire pour l'instant, on n'atteindra même pas 10%. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe de 450 000 personnes à la fois. Ça ne peut pas se faire. Il faut être en mesure de planifier ça, chacun arrivant à son tour. Et on n'a pas besoin de faire des campagnes pour ça. C'est une campagne permanente, mais elle cible ceux qui n'ont pas été en règle. Mais pour ça, il faut être en mesure de rentrer à la normale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et la conséquence est très simple, c'est que les jeunes gens qu'on déploie dans la ville pour essayer de pouvoir faire le contrôle commencent à se faire corrompre. Et ça, on est vraiment dans un problème de transparence. On est dans un problème de système. Le système est faible, on voudrait avoir des hommes forts pour corriger le système, ça ne marche pas. Regardez ce qui se passe avec nos policiers. Quand ils arrêtent un véhicule et que celui-ci essaie de dévier, ils mettent leur corps. Dans les pays où les choses sont simples, la personne à la base de données, on sait simplement que cette plaque d'immatriculation, c'est monsieur tel qui habite à tel endroit, qui est dans telle circonstance. Tu ne peux même pas fouiller parce que tu sais que tu es contrôlé. Encore une fois, ça rentre dans ce que je disais tout à l'heure, la digitalisation. Quand vous regardez le rapport de Transparency International, qu'on regarde la partie qui parle de la RDC, qu'est-ce que vous vous dites en disant ça? On est un pays archaïque. On ne fait pas ce qu'il faut. On est agité, mais on n'est pas efficace. Et je crois simplement que notre ignorance, par exemple, par rapport à nos potentiels miniers, n'est liée qu'à une chose, le fait qu'on ne veut pas utiliser les technologies. Aujourd'hui, avec le satellite et l'intelligence artificielle, on peut avoir la cartographie de ce que nous avons comme minerais, mais on ne veut pas utiliser ces technologies. Et c'est toutes ces choses qui, malheureusement, nous mettent en retard. Encore une fois, c'est un choix d'être un pays moderne et efficace ou d'être un pays archaïque. Ma mère, qui est décédée, se moquait de moi en disant « Mais je ne sais pas ce qu'on vous apprend à l'université. J'arrive pas à comprendre que vous avez tous des grosses voitures parce que les routes sont mauvaises. Pourquoi vous n'arrangez pas les routes ?» Parce que quand elle arrive en Europe, justement, elle se rend compte qu'en fait, les routes sont très bien faites et les gens ont des petites voitures qui coûtent moins cher, qui consomment beaucoup moins. Et aujourd'hui, qui polluent beaucoup moins. La question pour nous, c'est pourquoi on a des 4x4 qu'on appelle les voitures pour l'Afrique, alors que nous sommes les plus pauvres, alors qu'on aurait pu régler le problème en résolvant le vrai problème qui est l'état des routes. Vous savez ce qui se passe dans cette ville? Chaque fois que l'État passe une route, la valeur de l'immobilier augmente. Mais l'État ne perçoit absolument rien du tout. Mais il y a un contrat à mettre en place à ce niveau-là. Et je crois simplement que c'est intéressant et important pour les détenteurs des biens immobiliers d'avoir des infrastructures, mais c'est important pour l'État de constituer ces gens en cadastre foncier, mais surtout en cadastre fiscal.
Et il y a donc une certaine intelligence et une certaine corrélation qu'il faut mettre en place pour que ça devienne pérenne et durable. Parlons de financement. Je vois depuis quelques temps maintenant, depuis que cette année a commencé, un certain mouvement sur l'envie du gouvernement de mettre en place un écosystème de financement innovant pour les PME. Je me mets dans la peau d'un entrepreneur qui voit les banques et qui s'est dit, mais je ne suis pas capable de prêter de l'argent, d'emprunter de l'argent dans une banque. Pourquoi le PME n'arrive pas à emprunter? Permettez-moi, Bani, de revenir d'abord sur quelque chose. Tout à l'heure, on parlait de la corruption et de la perception générale. Vous savez que nous avons 6 provinces, elles ne se ressemblent pas. Pourquoi on ne fait déjà pas, nous, en interne, l'indice de perception de la corruption, province par province, commune par commune? Ça permettrait de disséminer la culture de l'intégrité et ça changerait les choses du point de vue global. Vous savez, les gens qui viennent faire les études ici, en réalité, ils restent dans les hôtels et ils envoient quelques questionnaires à gauche, à droite. En fait, en réalité, nous n'avons absolument pas d'éléments pour être en mesure de contrecarrer ce qu'ils disent. Peut-être que même ce qu'ils disent ne correspond pas à la réalité de notre pays. Mais nous devons être en mesure de nous intéresser à la méthodologie, la dupliquer au niveau des provinces, au niveau local, pour être en mesure de générer une grosse machine de blanchiment de l'image de marque de notre pays. Maintenant, je vais revenir à votre question. Les banques ont beaucoup d'argent. Et les banques disent, on n'a pas de preneur. Vous savez que 70% de l'argent dans les banques est placé à l'extérieur et pas dans notre économie. Et la raison, c'est qu'il n'y a rien à faire avec l'argent dans ce pays. Ça semble choquant. Très choquant. Parfait. Alors, je vais vous dire comment ça se passe. Si vous importez toute votre nourriture, faut-il financer celui qui vous vend la nourriture ou faut-il vous financer vous pour que vous importez la nourriture? Évidemment, le premier. Aussi simple que ça. Et tant que vous n'avez pas des grandes activités, et le chef de l'État nous parle, mais on n'écoute pas, il dit 80 millions d'hectares de terres arables. Elles sont toutes en milieu rural. Et vous prenez l'argent, vous le dépensez en milieu urbain. Les mines, elles sont toutes en milieu rural. Vous prenez l'argent, vous le dépensez en milieu urbain. C'est des choix. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on ait des choix courageux, qui soient alignés, qui donnent des objectifs sur les 20-30 prochaines années et qui déterminent que l'argent que l'on dépense aujourd'hui, une partie donnera des résultats aujourd'hui qui seront visibles, l'autre partie restera invisible jusque dans 10 ans pour que nous soyons en mesure d'avoir dans 15 ans des résultats durables et qui resteront dans le temps. Mais c'est aussi ça un homme d'État. Mais c'est encore que là où les choses qui paraissent simples deviennent encore plus difficiles parce que le même producteur dit qu'ils n'ont pas de fonds pour lancer des entreprises pour produire afin que les consommateurs puissent acheter. C'est un peu une cacophonie. Pourquoi ne pas financer ces producteurs locaux qui ont le courage, la force, l'envie de le faire, mais qui peut-être n'ont pas de garantie? Pourquoi ne pas les... Je vais vous expliquer comment la Chine l'a fait. La Chine a remarqué que les entrepreneurs n'étaient pas nécessairement à la hauteur de faire ce qu'ils devaient faire parce qu'ils n'ont pas nécessairement tous les moyens. L'État le faisait lui-même, il devenait lui le grand entrepreneur. Et quand il l'a fait pendant 5 ans, il ouvre son capital. Les privés commencent à entrer. Mais il l'a fait. Je vais vous donner un deuxième exemple. Notre taux de bancarisation est de 6%. Mais si ça reste comme ça encore dans 20 ans, on va arriver à 7%. Mais si l'État s'en mêle et dit, moi, je vais bancariser les gens, il va le faire en une année et on aura bancarisé l'entièreté de notre population. Ce ne sera pas très rentable, mais ce sera fait, mais ça va engendrer un effet domino. Je donne un exemple dans la bancarisation. Imaginez un seul instant que l'État dise « Ah, j'ai eu 20 banques, je divise le territoire congolais en 20. Et chacune des banques va prendre le 1/20 du territoire congolais et c'est votre responsabilité de bancariser cette partie. » L'État l'aura fait ou l'aura fait faire. Le grand décideur sur les intérêts globaux, et c'est dans les cahiers de charges des banques, de s'étendre sur toute l'étendue de la République. Mais 20 ans durant, ou 25 ans durant, les banques restent sur le boulevard du 30 juin. Parce que c'est là-bas que c'est rentable. Et toutes les banques se confinent sur les grands boulevards, ici à Lubumbashi, à Goma et ailleurs. Et le grand entrepreneur, celui qui est censé engendrer la grande roue, c'est l'État. Tant qu'il est paresseux, les privés vont nous coincer dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, les gens qui écrivent des théories du genre « l'État doit être un État régulateur », c'est des gens qui vivent dans le siècle passé. Le pays le plus puissant du point de vue économique, c'est la Chine. La machine économique de la Chine est tenue par l'État chinois. Il
faut juste être sérieux dans ce qu'on fait. Il y a certaines théories qui sont écrites dans les livres, surtout pour nous distraire. C'est à nous de pouvoir nous réveiller et nous dire pourquoi on ne le fait pas. Et comment est-ce qu'un État peut prendre des décisions qui peuvent paraître dans certains livres comme étant ne pas être démocratique? Parce que l'État congolais qui dépend des bailleurs, et ainsi de suite, fonctionne dans un cadre défini par... Fonctionne dans une prison intellectuelle. Exactement. Mais il y a quelqu'un qui est brillant, il s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Lui, il a dit, moi, je vais faire 145 projets à la fois. On a dit, il est fou, c'est impossible. Même la Banque mondiale a dit que ce n'était pas faisable. Mais il l'a dit, il l'a fait. Aujourd'hui, c'est fait à plus de 60%. Au moins, c'est fait. Ça veut dire qu'en fait, si on corrige les petites erreurs, on peut le faire. La Banque mondiale nous dit il faut faire une croissance de 7 à 8, 10%, et c'est comme ça qu'on peut avancer. Je vous dis tous les jours que si nous désirons être aussi pauvres que l'Angola, c'est pas une croissance à 10% qu'on doit faire, c'est un quantum leap, c'est un grand saut de lion qu'on doit faire. Toute la question, c'est qu'est-ce que nous utilisons comme levier pour sauter? L'Angola a utilisé le pétrole, nous avons d'autres ressources que nous pouvons utiliser pour être en mesure de bondir. Si nous prenons l'énergie comme étant notre ressort pour bondir, en 5 ans, nous pouvons bondir très, très haut. Je vais vous lire quelque chose que Aliko Dangote a dit dans un événement. La vraie raison pour laquelle l'Afrique n'a pas décollé comme l'Asie, c'est que la plupart des gens qui gagnent l'argent ici l'exportent hors du continent. Si je n'investis pas chez moi, comment convaincre d'autres de s'associer à moi? À votre avis, est-ce que le vrai frein en RDC, en extension l'Afrique, c'est vraiment le fait que nos élites exportent leur argent, ou c'est parce que nos règles, nos institutions ne donnent pas le cadre assez aussi de rationalité? On appelle ça patriotisme. Je vais vous donner des exemples élémentaires. Quelqu'un gagne un gros diamant au Sankuru. Le sac de ciment au Sankuru est à $45, à Kinshasa à $10. Où est-ce qu'il va investir? Où est-ce qu'il va construire sa maison? C'est ce qu'ils font. C'est exactement ce qu'ils font. Quelqu'un qui gagne de l'argent en Mbuji-Mayi, il vient investir à Kinshasa. Pourquoi? Parce que le différentiel entre les deux est très important. C'est exactement la même chose. Les Africains qui gagnent de l'argent en Afrique, ils vont en Europe parce que le niveau de compétitivité en Europe est beaucoup plus élevé. Toute la question, c'est de ne pas travailler sur les climats des affaires pour être en mesure d'attirer des gens. Il faut travailler sur la compétitivité pour que les natifs deviennent capables de produire de la richesse. Et en complément, les étrangers viennent compléter le travail que les natifs font. Et je l'ai dit tout à l'heure en faisant la comparaison interne entre les milieux ruraux et Kinshasa, et c'est exactement la même chose entre Kinshasa et l'extérieur. Il est encore important de se rendre compte que nous avions ici un organe qui s'appelle l'Office national du logement. C'est eux qui ont construit Lemba, Matete, toutes les vieilles communes que vous connaissez ont été construites par l'Office national du logement avec des crédits sur 20 ans. Vous savez d'où venait l'argent? Cadeco. Inga, que nous avons ici, 7,5% du financement de Inga, c'est Cadeco. D'où venait l'argent? L'argent local. Et figurez-vous que nous étions moins nombreux et moins riches en ce moment-là. Nous sommes 100 millions et plus, et de loin plus riches. Ça veut dire qu'en fait, si nous désirons lever de l'argent localement pour être en mesure de nous attaquer à des grands projets, on le fera aisément. Et il faut le logiciel confiance. Mais quand vous parlez de patriotisme, c'est-à-dire que vous me demandez d'arrêter dans un domaine purement technique, intellectuel, comme le financement et l'investissement, de réfléchir un peu avec une émotion plutôt qu'avec une rationalité. Parce que si ça ne fait pas sens d'investir en RDC, pourquoi j'y mettrais de l'argent? Vous posez la mauvaise question et je vais vous donner 2 exemples qui vont répondre à votre question. D'accord. 1, l'Éthiopie. Renaissance. Tous les pays du monde ne veulent pas leur prêter de l'argent parce que le Nil sur lequel ils veulent construire leur barrage dérange l'Égypte. OK? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à tous les Éthiopiens, où qu'ils soient, achetez des parts. Et ils seront rémunérés, voici le business plan. Ils l'ont fait. L'Égypte lui-même. Quand ils voudraient faire le 2e passage sur le canal de Suez, tout le monde leur dit non, c'est un travail de 15 ans, ça ne pourra pas se faire et ça demande beaucoup trop d'argent. Ils ont émis des bons de trésor égyptiens réservés aux Égyptiens. Ils ont levé l'argent qu'il faut. L'armée a fait le travail en 2 ans et demi, 3. Ils ont terminé là où les Français disaient que ça allait se faire en 15 ans.
On appelle ça du patriotisme économique. Et à partir du moment où on dit qu'on le fait et qu'on le fait, quand on fera un deuxième projet, ça marchera. Le troisième exemple que je peux donner, c'est le Pakistan. Ils plantent 1 milliard d'arbres en 3 mois. Et l'Éthiopie fait un spectacle. Ils plantent 730 millions d'arbres en un jour. Ça veut dire que vous devez être capable de mobiliser les citoyens et les faire contribuer aux performances de l'État. Pour ça, il faut avoir un programme, il faut avoir du discours, il faut avoir un narratif de mobilisation. Autant on est mobilisé contre les agresseurs à l'est de la République, autant nous devrions être mobilisés pour le développement et écraser la pauvreté. Et donc le rationnel est dans le fait que si nous continuons à envoyer de l'argent à l'extérieur, notre pays va devenir et va rester pauvre, et donc nous allons léguer à nos générations futures pas un pays plus beau qu'avant, mais un pays plus pauvre qu'avant. Et donc nous avons aujourd'hui l'engagement de le faire. Mais encore une fois, c'est une décision nationale. Elle est au-delà de la politique, elle est dans ce qu'on appelle l'éthique. Et c'est ce que j'appelle le patriotisme économique. Mais avec évidence, la diaspora a envie d'investir. Ils montrent qu'ils ont envie de le faire. Et quand je dis patriotisme, ces gens-là sont effectivement comptés parce que leur patrie, leur vraie patrie, c'est ici. Et d'ailleurs, quand vous regardez la Renaissance en Éthiopie, quand vous regardez le canal de Suez en Égypte, la grande partie de l'investissement est venue des citoyens du pays qui sont à l'étranger. Et il faut mettre le logiciel qu'il faut, pour qu'il y ait la confiance et que la capacité d'exécution soit là. Quand vous avez dit que vous allez le faire en 2 ans, c'est fait. Est-ce qu'on attend ça ou on peut déjà commencer des initiatives au niveau privé? Parce que je dis ça, c'est une initiative nationale qu'un entrepreneur ne peut pas prendre. Votre question est pertinente, mais on peut le commencer au niveau de la commune. C'est plus petit et c'est plus prenable. La question de la salubrité, la question de la mobilité, la question de l'habitat. Est-ce que vous trouvez logique que Bandal soit en face de ce grand développement immobilier qui est en face de lui et qui reste dans l'état où il est? C'est une insulte. Ce développement immobilier demande à Bandal de disparaître et de se refaire. Et ça, c'est de l'architecture, bureau d'études, mais également des banques pour être en mesure de financer. Aussi simple que ça. Si on ne le fait pas, qui le fera? Et c'est toute la question que vous et moi, on est en train de débattre ici, c'est de sortir les gens de leur prison intellectuelle et leur dire, vous pouvez réfléchir différemment. À la fin, après tout ça, on s'est dit, on a besoin d'indicateurs, parce que je pense que là où on pêche aussi, c'est que on met en place des idées, il y a peut-être des choses qui sont faites, mais on n'a pas d'indicateurs. Quels sont les 3 indicateurs clés si on veut voir les choses changer, qu'on devrait mettre en place pour se rassurer que l'image au moins du pays change? Je voudrais d'abord aller sur des indicateurs de performance économique. Aujourd'hui, on est tous butés dans ce qu'on appelle le PIB par tête d'habitant, ou le PIB tout court. Mais pourquoi un jour on n'a pas le PIB par province? Pourquoi on n'a pas un jour un PIB par habitant par province? Ça nous permettrait de savoir quelles sont les provinces qui sont plus compétitives que d'autres, qu'est-ce qu'elles font pour être en mesure de pouvoir en tirer des leçons. Juste pour vous donner une illustration. Kinshasa, c'est 21 millions de personnes. Le Sénégal, c'est 18 millions de personnes. Ça veut dire qu'en fait, le gouverneur de Kinshasa, en termes de population, il a la même puissance que le président sénégalais. Et on peut faire des équivalences dans plusieurs provinces de chez nous qui correspondent à des pays ailleurs. Et donc, nous devrions arrêter de regarder le pays comme un seul bloc. Nous devrions avoir la capacité de pouvoir regarder ce pays déjà dans ses dividendes pour être en mesure de dire qu'est-ce que l'entité provinciale est capable de faire. Et chaque gouverneur devrait être un entrepreneur public. Chaque bourgmestre de commune devrait être un entrepreneur public pour être en mesure de mobiliser les gens de son entité territoriale décentralisée et en faire une masse laborieuse, être en mesure de créer de la richesse locale. C'est seulement comme ça qu'il sera possible de pouvoir faire un PIB national beaucoup plus élevé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 70% de notre population qui est en milieu rural et très malheureusement, la capacité de production est complètement à zéro. Et c'est ce genre de choses qu'il faut être en mesure de corriger. Maintenant, pour revenir à votre question tout à l'heure, qui était celle de... Les indicateurs, si on devait aller sur 3 indicateurs. Au niveau de la perception. 1,
l'absence de l'intervention humaine, ça veut dire la digitalisation complète. 2, le temps que cela prend. 3, le coût. Parce que si ça intervient avec des individus, le coût est très élevé. Si c'est moins cher, les gens peuvent commencer. Et ce que je dis tout le temps, il n'y a rien qui vaut l'action. Parce que si vous agissez, vous pouvez vous tromper, mais c'est 50% de chance de vous tromper, 50% de chance de réussir. Mais si vous vous êtes trompé, vous tirez des leçons et vous avancez. Et si vous avez réussi, vous avancez encore beaucoup plus vite. Et donc, encore une fois, la digitalisation, le niveau de pénétration de la digitalisation est un premier indicateur. Le deuxième, le coût. Le troisième, la rapidité. Est-ce que cet afflux d'investisseurs américains peut apporter aussi cette crédibilité à l'espace entrepreneurial congolais? Oui, c'est possible, pourvu que l'État congolais et les opérateurs économiques congolais s'approprient la dynamique qui est en train d'arriver. Sinon, on sera simplement écrasé. Regardez dans la ville de Kinshasa, il y a des bâtiments partout, mais ils sont tous indiens, libanais, et aujourd'hui turcs et égyptiens. Où sont les grands bâtiments construits avec l'argent des Congolais, par les Congolais, avec les architectes congolais? Mais pourtant, quand ils ont fini de construire, les acheteurs sont des Congolais. Donc il est important qu'à un moment donné, on choisisse quelle est notre place. Comment est-ce qu'un entrepreneur se positionne pour que dans une année, 2 ans, si jamais tous ces deals prennent forme, qui se retrouvent? À mon avis, il faudrait d'abord que déjà aujourd'hui, ils soient en mesure de faire ce qu'ils doivent faire correctement. C'est ce qui le préqualifie pour être en mesure de se retrouver en face des gens à qui il va montrer un track record et qui peut lui permettre de se faire qualifier. Et quand on en parle, j'ai dit toujours aux gens, apprenez l'anglais, ça vous permet de parler avec les Américains qui arrivent, et apprenez le chinois, ça vous permet de négocier avec les Chinois. Sinon, eux, ils apprennent le lingala et ils vous outrepassent. Donc ça, c'est un devoir à domicile pour tout le monde. Pour les opérateurs économiques de demain, pour les jeunes qui montent en termes de puissance entrepreneuriale. Et les patrons, est-ce qu'ils ont une forme aussi de rédévabilité vis-à-vis de la préparation du terrain pour tout l'écosystème? Les patrons économiques? Oui, je parle des fédérations, comme la FEC par exemple, voilà, les services de patronage. Est-ce qu'ils ont une certaine aussi, ce qu'on va parler patriotisme, il y a aussi une certaine passation de bâton? C'est vrai qu'à la FEC, il y a un certain nombre de Congolais qui ont des postes, que l'on peut dire de commandement. Allez regarder qui sont à la FEC, qui pèsent quoi, vous allez vous rendre compte que nous ne pèsons pas grand-chose. Ah oui. C'est pour ça que je dis encore une fois, l'acteur qui a les mains libres, capables d'agir, c'est l'État. C'est à lui de créer des vrais opérateurs économiques qui demain vont peser. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où notre économie est entre les mains des étrangers, de bout en bout. Nous sommes prisonniers dans notre propre pays. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Et quand vous avez votre économie entre les mains des étrangers, il faut savoir que c'est eux qui achètent les décisions auprès de vos opérateurs économiques, vos opérateurs politiques. On a eu un ministre de l'économie ici qui s'est fait exécuter politiquement. On l'a sorti de son poste. Parce qu'il s'est attaqué aux intérêts des gens qui importaient le poisson, vous vous souvenez? Oui. Le ministre Kalumba. Il a perdu son poste. La seule raison pour laquelle il a perdu son poste, c'est qu'il a touché des intérêts des étrangers. Et ils ont acheté la décision de l'exécuter politiquement. Heureusement qu'aujourd'hui, il est rentré comme député. Est-ce que ce n'est pas ce précédent-là qui classe un peu ceux qui sont... Et il ne faut pas avoir peur, il faut juste tirer des leçons des erreurs que l'on a commises et les corriger. Il ne faut pas laisser l'économie du pays entre les mains des étrangers. C'est très dangereux. Et ça, c'est un long processus. Non, pas du tout. C'est un processus qui peut changer brutalement. Un président qui s'appelle Magufuli a réussi à démontrer de manière assez claire que l'État congolais, l'État tanzanien plutôt, peut reprendre son économie en main. Et donc, si on veut, on peut. Je ne demande pas qu'on chasse les étrangers, mais on doit laisser la place aux Congolais, on doit la faire, on doit la structurer, on doit la renforcer. C'est seulement comme ça que demain, ce pays pourra nous appartenir. C'est très pertinent, c'est ce que vous racontez. Moi, je veux quand même qu'on se quitte sur un dernier
sur un dernier mot. Dans notre nouvelle configuration de Banny Talk Experience, on a un rituel maintenant. Et ces rituels, c'est de savoir la question que j'aurais dû vous poser, que je n'ai pas pu vous poser, ou voilà, une question à laquelle vous attendiez, que je n'ai pas pu poser. Quelle est cette question et quelle sera la réponse? Est-il possible d'être public, performant et intègre? La réponse est oui. On peut avoir une institution publique performante et intègre. Et ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Il est important que les opérateurs publics à tous les niveaux, du plus petit au plus élevé, se donnent l'obligation d'être performants. Je vais vous donner un exemple simple de quelqu'un dont moi je suis très fier. C'est le DG de la Régie des Eaux. Il hérite d'une société qui était dans une situation catastrophique et chaque jour qui passe, vous sentez quelqu'un qui veut faire des choses et qui veut faire davantage. Et chaque jour qui passe, il réalise des résultats. Je vais donner un deuxième exemple, c'est un jeune homme, il s'appelle Jean-Thierry Calombo, c'est le patron du ANICNS. ANICNS, c'est l'agence nationale qui est en charge de l'ingénierie informatique dans le secteur de la santé. Quand tu le regardes, tu as l'impression il est tout petit, mais ce monsieur est en train de poser toutes les bases de ce que sera l'architecture informatique de notre pays. Si chacun à son niveau pouvait être puissant, capable de faire ce qu'il doit faire viablement, ce pays marchera. Je dirige un hôpital public. Mon objectif, c'est d'en faire l'hôpital de référence. Toutes les règles qui sont mises en place, de la digitalisation, paiement, mécanisme d'avancement, sont faits pour que demain, ça reste un hôpital public qui soigne les riches, les moins riches et les pauvres, mais qui les soigne dans la dignité, avec les meilleures technologies, avec la meilleure performance possible. Mais bien entendu, certaines personnes vous disent « Ouais, mais c'est un bien de l'État ». Bien sûr, il faut qu'on redéfinisse ce que c'est l'État. Je vous l'ai dit au cours de ce Banny Talk, l'État doit être compétitif, il doit être puissant, il doit être intelligent. Et pour moi, son intelligence, je ne la mets pas dans l'intelligence artificielle, je la mets dans sa capacité à pouvoir concevoir, ambition et être en mesure d'exécuter ce qu'il a à faire. Quand on ne sait pas qui doit faire quelque chose, on se demande toujours qui est le responsable. Qui est responsable pour se rassurer qu'on a ces étapes dont vous parlez? Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. J'espère qu'il nous écoute. J'espère. Merci beaucoup, Monsieur Al. C'est à moi de vous remercier.